Merci beaucoup Anne, merci beaucoup à l'IGPDE pour cette invitation. C'est moi qui suis honorée d'intervenir devant vous en ouverture en plus. D'abord parce que effectivement, ça 20 ans d'existence pour une enceinte de dialogue et de réflexion, c'est quand même une belle longévité et ça me faisait plaisir d'y revenir parce que je crois que j'étais déjà intervenue, mais il y a longtemps, dans une position différente, ministérielle, parce que j'étais au ministère de la Défense et maintenant... je vais dire aussi des choses depuis un point de vue interministériel, ce qui change un peu la donne, et y compris sur ce sujet, sur lequel, pour être très honnête, quand Anne m'a demandé d'intervenir, je me suis dit... Bon, moi, je suis airprog, mais d'un petit périmètre, avec des enjeux financiers qui ne sont quand même pas très lourds, même si chacun doit aller regarder, y compris sur des périmètres moins importants que d'autres. Et je me suis dit, quelle est ma valeur ajoutée sur un sujet pareil? Mais en fait, en y réfléchissant un petit peu, et je vais néanmoins pas être très longue, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adhérence avec cette thématique de la revue des dépenses, avec tous les enjeux qu'on brasse, notamment au sein du comité des secrétaires généraux, mais aussi à chaque rencontre entre directeurs d'administration centrale sur la transformation publique. Et j'y reviendrai, mais sur la réforme de l'encadrement dirigeant et supérieur, sur la diffusion de la culture de résultats et d'efficacité, sur l'idée que l'État doit agir en coalition, en associant les parties prenantes, sur l'idée qui me tient beaucoup à cœur, j'en ai déjà dit un mot, qu'il faut se souvenir qu'au-delà, ou surtout au-dessus des intérêts ministériels, sectoriels, il y a l'intérêt général, et qu'il est donc important qu'on puisse avoir toujours cette ligne de mire. Voilà, donc je vais être... assez rapide, mais j'avais envie de dire peut-être un mot sur les enjeux, même si en réalité, probablement, vous êtes un public d'avertis qui les connaissait presque mieux que moi. Et on a été, par ailleurs, on a révisé hier avec les assises des finances publiques. Un mot peut-être de la méthode, en tout cas de ce que j'en comprends, et beaucoup de choses seront dites aujourd'hui, et puis du cadre des rencontres. Peut-être sur les enjeux, ce que j'avais envie de dire, parce que je crois que tout agent public doit s'en souvenir régulièrement, se souvenir que l'argent public, c'est l'argent de nos concitoyens et de tous ceux qui payent des impôts en France. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui payent volontiers leurs impôts, mais pas volontairement. Et que donc, cet argent, on doit y faire particulièrement attention, on doit l'utiliser avec un sens de l'efficacité, de l'économie, et éviter tout gaspillage, parce qu'on doit ça aux gens qui financent l'action publique. Et puis évidemment, mais ça c'est tout ce qui a été rappelé hier par la Première ministre et par les ministres, on est dans une période où c'est particulièrement important d'être capable d'avoir cette gestion raisonnée de nos finances publiques, parce que les taux d'intérêt augmentent et que donc la charge de la dette augmente et que donc tout cet argent qui va permettre de rembourser nos prêteurs ne peut pas être investi ailleurs, parce qu'on sort d'une période où les finances publiques ont été très sollicitées pour faire face à une crise majeure. Il ne faut pas le regretter, mais il faut se rendre compte des traces encore très visibles que ça laisse sur la trajectoire de nos finances publiques, et donc retrouver le fil d'une soutenabilité financière, parce que précisément on a besoin de reconstituer des marges de manœuvre. On a vu quel était l'intérêt de pouvoir réagir dans une période de crise à des besoins imprévus, et parce que, on en parlait à l'instant, et on a eu la chance de bénéficier d'une formation qui était très frappante à ces sujets, parce que les besoins financiers de la transition écologique et énergétique sont lourds, et que ça se joue maintenant, et que donc là aussi nous avons un devoir vis-à-vis des générations, pas celles de dans longtemps, nos enfants, de faire attention à ce que la dette ne file pas, et d'être capable d'investir pour que les choses, la trajectoire cette fois des émissions elle-même soit plus raisonnable et soutenable. Donc autant d'enjeux qui rendent le sujet de la façon dont on peut maîtriser nos dépenses absolument essentiel. Alors, il y a plein de façons de les maîtriser. On va dire qu'il y a des façons
moins intelligentes que d'autres. Il y a les rabots homothétiques, systématiques, un peu aveugles. Et puis, il y a parmi les solutions plus intelligentes, la revue des dépenses. Si je résume, mais Anne et Mélanie, vous me direz si je me trompe, mais en caricaturant, en gros, c'est précisément pas, c'est pas le systématisme bêtement homothétique, mais c'est l'idée d'aller regarder de plus près, non pas, là encore pour employer un vocabulaire un peu désuet, les mesures nouvelles, mais aller en profondeur des services votés et se reposer des questions au premier euro, aller vérifier s'il n'y a pas des gisements d'économie ou d'efficacité pour être sûr que, et c'est important au regard de ce que nous disent nos concitoyens en termes de services publics, qu'il n'y a pas des choses qu'on peut ne plus faire, des choses qu'on peut faire avec moins, des choses qu'on peut faire mieux avec autant, des choses qu'on peut mutualiser, des choses qu'on peut rendre plus efficaces pour être au rendez-vous de ce qu'attendent nos concitoyens tout en conservant cette idée de dépenses publiques qui ne dérive pas. Et donc, cette revue des dépenses, cette méthode plus efficace d'analyse en profondeur de nos dépenses, je pense qu'elle est à la fois plus respectueuse de la volonté politique, parce qu'elle permet de préserver des priorités. Alors évidemment, il ne faut pas que tout soit prioritaire, mais elle permet de conserver des zones, des enjeux sur lesquels, au contraire, on est capable de réinvestir. Je pense aussi que l'idée d'aller regarder plus en profondeur et de ne pas appliquer un coup de rabot qui soit partout le même, c'est aussi plus équitable parce que je pense qu'en réalité, quand on va chercher les économies faciles, on va chercher là où c'est le moins rigide, pour dire les choses un peu vulgairement, là où ça criera le moins de la part des écosystèmes. Et ça, c'est pas de bonne politique que de se dire que ce sont ceux qui crient le moins, ou plutôt qu'on entend le moins crier, qui sont les victimes toutes trouvées de la réduction des dépenses. Et d'ailleurs, ça biaise en fait les choix politiques quand on s'en tient au fait que on ne fait pas d'économie là où les écosystèmes crient le plus fort. Donc je trouve que c'est aussi une question d'équité et de justice sociale, pour dire les choses comme ça, que d'être capable de plonger dans une revue des dépenses plus intelligente. Et puis je pense que je l'ai dit, et là aussi ça reboucle avec cette idée de culture du résultat et de remontée du terrain. C'est une méthode qui est à l'écoute aussi de ce que nous disent nos concitoyens sur l'état des services publics, ce qu'ils en attendent, là où ils sont satisfaits, là où ils le sont moins. Et c'est au regard de ça aussi qu'il faut procéder à cette analyse. Et puis je pense que c'est une méthode qui est intéressante en termes de partenariat, on va dire, entre le politique et l'administration. Parce que là aussi, ça ne marche pas, je pense, si le politique ne porte pas fort cette ambition, mais s'il n'écoute pas son administration. C'est l'administration qui a la profondeur de vue, la mémoire en fait de ce qui s'est passé avant, parfois longtemps avant, la mémoire des exercices qui ont déjà eu lieu en termes alors on les appelait pas forcément de revue des dépenses, ils ont porté des noms différents, mais enfin d'aller regarder ce qui peut se faire et là où on peut faire mieux avec moins. Et donc c'est important d'avoir cette mémoire-là. C'est aussi l'administration qui sait là où elle peut consacrer des efforts et là où au contraire, pour dire là aussi les choses un peu vulgairement, on est à l'os et qu'il n'y a pas moyen de faire mieux. Et puis c'est aussi, et là encore j'y reviens, important que l'administration s'ouvre et soit capable de faire une forme de transparence entre ministères pour être sensible aux contraintes des autres. Parce que, pour présider des RIM assez régulièrement, je trouve qu'encore trop souvent, les ministères viennent avec, encore une fois, leur intérêt sectoriel, leur sentiment qu'ils sont
à la fois complètement prioritaire et très maltraité, beaucoup moins bien que tous les autres, et que on a des représentants de ministères qui partent à la bataille interministérielle comme si c'était une guerre, alors qu'on a tout intérêt collectivement, parce que notre ligne de mire, encore une fois, c'est l'intérêt général, à être attentif aux contraintes des autres et à trouver des voies de solutions collectives et raisonnables. Et donc ça, là aussi, ça reboucle avec quand même un des grands enjeux de la réforme de la haute fonction publique, qui est de... Alors, c'est pas demain, mais d'encourager les parcours interministériels et donc cette capacité à avoir une vision plus large que celle qui dépend directement de notre environnement immédiat. Mais comme j'ai compris que la revue des dépenses, et ça me semble sain, elle est là pour s'installer dans le temps et qu'on n'est pas en train de faire un exercice seulement cette année, mais qu'on va installer ces réflexes. Je pense que la réforme de la haute fonction publique et tout ce qu'elle va apporter en termes de parcours interministériel va progresser de façon parallèle et va rendre cette revue des dépenses plus efficace. Et puis pour terminer, je dirais que évidemment, mais tu l'as dit Anne, on a besoin dans ce type d'exercice d'être éclairé par des expériences étrangères. Pas pour appliquer des recettes toutes faites ou plaquer des solutions qui ne seraient pas adaptées à notre culture institutionnelle et administrative, mais parce qu'il y a évidemment des choses à en tirer et que ça fait toujours du bien de se faire regarder par des gens qui ont un regard neuf. Et puis ça fait du bien à l'État et aux fonctionnaires, aux agents publics de sentir qu'il y a ailleurs d'autres gens qui aussi ont l'intérêt général en ligne de mire, qui le servent d'une autre façon que nous, mais qui sont là aussi et mettent de l'énergie et peuvent nous apporter des idées, des envies, là aussi de collectif et de progression et d'émulation collective. Voilà, donc je trouve que c'est très très bienvenu. Vous êtes évidemment un public qui avait porté ça probablement plus naturellement que dans d'autres ministères. Donc ensuite, il faut aller diffuser aussi la bonne parole et le faire, c'est comme sur l'écologie, de façon non punitive, mais de donner envie, parce que la revue des dépenses, encore une fois, c'est le gage de la souveraineté, de la capacité à investir dans l'avenir et de laisser à nos enfants des finances publiques et une planète dans un état moins dégradé et plus prometteur. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Fabrice Beaulieu, chef du service des achats et des finances sur les ministères économiques et financiers. On prépare le budget 2024 en ce moment et on intègre les enjeux de la revue des dépenses. Comme vous l'avez dit, il y a eu déjà des expériences similaires de revue des dépenses dans l'histoire administrative française. Qu'est-ce qui, cette fois, change? Pour vous, qu'est-ce qui va, cette fois, faire en sorte qu'on soit davantage dans une dynamique d'économie par rapport aux expériences précédentes? Peut-être d'abord qu'il faut dire que dans les expériences précédentes, il y a des choses qui ont marché. Alors après, il y a des souvenirs douloureux, on le sait, dans l'administration. Donc il faut retenir aussi ce qui a pu marcher. On n'est pas là pour faire complètement table rase du passé. En revanche, ce que j'en ai compris, mais c'est ce qui est à confirmer, et Anne et Mélanie pourront dire des choses probablement plus précises. Mais moi, ce que j'en comprends dans les clés de réussite, et il y a évidemment l'investissement fort du politique, le portage politique fort. Ce que j'ai dit du partenariat entre l'administration et le politique pour trouver ensemble les bonnes solutions et pas les recettes toutes faites. L'ancrage, l'articulation avec justement les exercices budgétaires pour pas que ça paraisse un exercice un peu décalé par rapport à... Et puis qui ne génère pas sa propre gouvernance, sa propre
bureaucratie, donc voilà, qui est vraiment pleinement intégré dans des exercices habituels, mais qui les nourrissent. Et puis je crois aussi cette capacité à se dire que c'est pas un Big Bang et qu'on va pas tout faire tout de suite, mais qu'on prend des réflexes et on investigue des zones dans lesquelles on sait qu'il y a des enjeux et qu'on les prend sans systématisme, mais avec une idée de profondeur. À peu près. Virginie Madelin, je dirige l'IGPDE. Vous avez dit que la revue des dépenses, c'était justement éviter l'effet de rabot. Mais du coup, on peut se poser la question de savoir si la revue des dépenses, c'est dépenser moins ou dépenser mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est les deux, à vrai dire. On a besoin de... Enfin, là, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on a besoin de retrouver une trajectoire qui... parce que c'est les engagements qu'on a pris, et on ne les a pas pris juste pour faire plaisir à nos partenaires. Hein. On les a pris parce que, comme je le disais tout à l'heure, on doit retrouver une soutenabilité. Donc, il faut clairement dépenser moins sur certains sujets. Mais cette revue des dépenses, elle va permettre aussi de se rendre compte, je pense, qu'on est capable d'offrir un service amélioré avec autant, ce qui sera aussi un bénéfice. Et évidemment, on sera capable d'imaginer, parce qu'on le fait on le fait au quotidien aussi. Enfin, on n'a pas attendu la revue des dépenses pour se poser des bonnes questions, hein, mais enfin, on va accélérer un peu les choses sur certains sujets. On va parfois devoir investir un peu sur la numérisation, par exemple, ou sur des équipes qui, à un moment, vont se densifier en équipe projet pour travailler sur un sujet et essayer de trouver des solutions. Donc, voilà, je crois qu'il faut être capable de se dire que c'est les deux et que, de temps en temps, il faudra mettre des focus particuliers, un peu de ressources pour aussi... assez vite en tirer des fruits en termes d'économie. On a le temps pour une dernière question, si jamais. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors du coup, peut-être, je peux me permettre. Je vous en prie. Parce que j'ai dit que... qu'en tant que SGG, je n'avais pas un champ ministériel. Les SPM, c'est un drôle de ministère avec plein d'entités très hétérogènes, des gros, des petits. C'est difficile de repérer d'emblée. Mais quand j'étais SGDSN, donc dans les services de la Première ministre, j'avais disons que le sous-périmètre le plus important au sein des SPM, et j'assurais la tutelle de 2 établissements publics et je ne sais pas s'il faut parler de tutelle je devrais savoir ça en tant que SGG, mais pour un GIP. Mais enfin, en bref, je m'occupais aussi d'un petit GIP. Et ça s'appelait pas revue des dépenses, mais action CAP 22. J'espère que je ne me trompe pas dans la terminologie. Et en tout cas, il y avait une commande de faire en sorte que les entités administratives trop petites finalement pour être complètement économiquement viables, avec du coup des coûts de structure et de fonctionnement lourds par rapport aux enjeux, devaient être supprimés, mutualisés, etc. Et j'en parle parce que récemment, j'ai rencontré une des personnes qui avait été reconvertie après la suppression d'un établissement public et de ce GIP dont je parlais, que j'ai porté en tant que SGDSN. Honnêtement, pas toujours avec... Enfin, c'est difficile. C'est difficile. C'est douloureux. Il y a des gens pour qui... des agents qui ont passé beaucoup de temps dans une structure à qui on va dire votre maison, on va la supprimer. Et donc moi j'ai vécu ça à la fois dans la conviction que c'était une bonne chose, mais dans la conscience de ce que c'était compliqué, c'était douloureux pour une partie des gens que ça concernait. Et j'ai été très contente récemment de rencontrer une des personnes qui s'était reconvertie ailleurs et qui m'a dit, ça avait été pas simple avec cette personne parce qu'elle elle défendait sa vision. Elle m'a dit, en fait, je suis très content. Je me suis rendu compte que ma maison, c'était quand même d'abord l'État, le service public. Je fais des choses complètement différentes, nouvelles, mais je me suis réapproprié complètement les enjeux et la thématique sur laquelle je travaille.
me dit, c'est pas que je vous remercie pour autant, mais en tout cas, je perçois tout l'intérêt d'un des principes aussi du service public, qui est la mutabilité, et l'idée que la vie administrative, l'histoire administrative, c'est aussi l'évolution, le changement et le renouvellement. Et donc ça m'a fait plaisir de me rendre compte que c'était pas seulement c'était pas seulement douloureux, mais qu'il y avait aussi une vie après la transformation et la suppression parfois d'entités qui peuvent être fondues dans les choses qui les dépassent et qui renouvellent l'intérêt du travail pour les gens. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je suis sûre que ça va être passionnant.